Coucou, on se retrouve, nous sommes le 2 janvier, j'introduis ce vlog, mon spot est un peu revenu, a un peu changé. Donc on se retrouve pour ce premier vlog du mois de janvier, donc c'est parti, on y va. Un début un petit peu chaotique. Alors, je vous reprends, je vais pas poster ce vlog en fin de cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine parce que j'ai déjà des vidéos prévues pour cette fin de semaine. Mais je voulais vous parler des lectures que j'ai terminées avant d'oublier de le faire. Et puis, voilà, en gros. Donc, j'ai terminé 3 livres, j'espère que j'oublie rien. J'ai terminé le tome 2 d'Emblème, ce qui m'a permis de terminer une saga en cette fin d'année. J'ai terminé plus que ça puisque j'ai terminé aussi Gods of Men. Bref, donc la saga Emblème, je l'ai terminée, j'ai beaucoup aimé, j'ai été très agréablement surprise par la fin parce que c'était beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais, parce que c'était beaucoup plus proche de la réalité de la vraie vie en fait, c'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, et bien voilà, il y a des conséquences qui en général sont très facilement évacuées en young adult, et là c'est pas le cas. Ça a été vraiment une super découverte, j'ai adoré. J'ai trouvé que le tome 2 était encore meilleur que le premier. J'ai trouvé que c'était vraiment très... ça prenait aux tripes par certains aspects parce que c'était dur. Ça parlait de sujets très adultes en fait, ce qui était assez surprenant, mais bien dans le bon sens du terme, parce que ça parlait de maternité, ça parlait de rapport au corps, de rapport à soi, de rapport à l'âge, ça parlait de relations amicales, amoureuses, de mensonges, de trahison, de mentir pour ce qu'on pense être le bien d'autrui et comment peut le vivre cette personne même si c'était pour son bien. Bref, c'était vraiment très chouette. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga. C'était vraiment très réussi, très mature, très intelligent, très bien écrit, avec beaucoup d'originalité dans l'univers, avec une ambiance franchement très sombre, mais vraiment bien faite et dans une juste mesure des choses. Enfin, très belle découverte. Donc voilà, lisez Emblème d'Ina Ciel, surtout si vous êtes un peu réfractaire au young adult. Je pense que vous pouvez y aller, parce que même si le tout début du premier tome peut laisser penser que c'est un peu classique en termes de young adult, vous allez vite voir qu'en fait, pas tant que ça, et même pas du tout en fait, je trouve. Donc vraiment, très bonne saga. Ensuite, j'ai terminé le dernier tome de Gods of Men de Barbara Kloss, donc j'ai terminé cette saga aussi avec Nacha et Emmeline, et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas comment c'est vendu, pour moi c'est de l'adulte, parce que c'est quand même assez complexe, assez sombre, assez dur, et même si les personnages sont jeunes, je sais pas si enfin, il y a des trucs plus violents que ça, mais il y a quand même une certaine complexité dans l'univers, dans les personnages, dans tout ça, qui fait que peut-être que c'est plutôt de l'adulte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très chouette, c'était très prenant, c'était très réussi. Le seul défaut pour moi avec cette saga, c'est la relation entre Jerick et Imara, qui pour moi ne fonctionne pas, ou du moins qui pourrait fonctionner, mais il y a un certain nombre de clichés qui sont reproduits quand ils sont à deux, dans leur intimité, qui ne fonctionnent pas avec les deux personnages. C'est comme si l'autrice avait voulu faire quelque chose d'original dans la reconstruction des personnages, dans plein d'aspects voilà, des personnages de manière générale. Je sais pas si je suis claire, mais je veux pas trop en dire. En gros, elle a voulu faire quelque chose d'intéressant et d'original dans un côté rédemption, on va dire, sans trop en dire. Et en fait, c'est comme si dès qu'ils étaient que à deux dans l'intimité, eh bien, elle reproduisait des schémas très établis de ce qu'on trouve sexy, de manière mainstream si vous voulez. Et je trouve qu'il est beaucoup trop qualifié par des adjectifs qui pour moi sont extrêmement péjoratifs, comme prédateur, carnassier. Il y a des mots employés qui ne fonctionnent pas, comme possédé. Bref, et c'est très dommage parce que Inara, j'ai un doute, Imara je crois. Eh bien, c'est une jeune femme qui est forte, indépendante, qui n'a pas besoin de lui, qui le dit. Et lui, en fait, il est dans un arc narratif de rédemption par rapport à son passé et ce qu'il a pu faire. Et dès qu'ils se retrouvent à deux, c'est comme si on se retrouvait dans une romantaisie classique. Et c'est extrêmement dommage. Heureusement pour nous, ça n'arrive pas si souvent que ça. Il y a peu de scènes entre eux, mais vraiment, je les ai détestées toutes ces scènes, et j'ai trouvé que c'est comme s'il n'y avait pas une bonne correction éditoriale en fait, comme si, je vous dis, l'autrice avait eu un biais par rapport aux relations amoureuses, et que normalement l'éditeur aurait dû dire bah non, là ça marche pas parce que ton personnage il est dans tel arc de narration par rapport à telle chose, et du coup quand ils sont à deux, ils devraient être à l'inverse de ça, et voilà, je sais pas, pour moi il y a un truc qui fonctionne pas, et c'est vrai que ça m'a à certains moments un peu agacée, mais comme je vous dis, heureusement, en fait ils sont pas beaucoup à deux, donc
tant mieux, parce que vraiment c'était pas quelque chose qui fonctionnait à mon sens. Pour le reste, il y a 2-3 Deus Ex Machina. Voilà, faut accepter de suspendre sa crédulité et faut accepter les solutions magiques quand tout semble désespéré à certains moments. Moi, je suis pas fan, j'aurais préféré que l'autrice soit plus radicale dans certains de ses choix, mais c'était quand même très sympa, c'est quand même un très chouette univers, il y a des personnages fouillés, intéressants, on a 2 personnages secondaires que j'ai absolument adorés, et je le redis, comme on le disait avec Emmeline, le consentement c'est sexy, et c'est ce qui rend ce personnage réussi à mon sens, donc ouais, franchement, c'était cool. C'était pas la saga de l'année, mais c'était très sympa. Et j'accepte de passer au-dessus de certains des défauts de ces ouvrages, de cette saga, pour malgré tout vous dire que j'ai apprécié. Et c'était pas non plus si insupportable et si déplaisant. C'est juste que pour moi, ça ne fonctionnait pas avec ce que voulait faire l'autrice. Donc je sais pas. Voilà. Pour moi, c'est un raté. Voilà. Franchement, pour moi, c'est un raté d'écriture. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Enfin, j'ai terminé une dernière saga en fin d'année. Le 31 décembre, j'ai terminé ça. Donc la saga, la trilogie de Hurle, c'était La Maison aux 1000 détours que j'ai beaucoup aimé, qui était très chouette. C'est très sympa. Vraiment, je pense que j'aurais beaucoup plus aimé découvrir ça ado, parce que c'est très enchanteur, c'est un univers qui est très particulier, qui est très coloré, qui est assez drôle, assez décalé, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai trouvé qu'il était très chouette, mais j'ai aimé les 3 tomes. Beaucoup de gens disent ne pas aimer, enfin n'ont pas aimé le deuxième, que moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé très drôle, plus drôle que celui-ci à mon sens, mais c'est vrai que celui-ci est quelque chose de moins décousu peut-être dans l'histoire et un peu moins cliché aussi peut-être, mais dans tous les cas j'ai adoré les 3 tomes, j'ai trouvé que c'était adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas adoré, c'est pas une saga coup de cœur, mais c'est une très très bonne saga, mais mettez-les dans les mains des ados, parce que je vous jure vraiment, découvrir ça ado, ça peut vraiment je pense faire une alchimie qui fonctionne à fond. Ici on va suivre Charmaine qui se retrouve à devoir garder la maison d'un grand-oncle éloigné qu'elle ne connaît pas et qui est le magicien du royaume, et elle va découvrir cette maison qui est une maison magique comme l'indique le titre, et elle va se retrouver investie d'une espèce de mission un peu malgré elle, et en même temps elle a ses propres ambitions. Ce que j'ai aimé, c'est que on a ce personnage féminin qui a été extrêmement couvé, choyé, sa mère ne veut pas qu'elle fasse quoi que ce soit, donc elle se retrouve livrée elle-même, elle sait pas se faire à manger, elle sait pas faire la lessive, elle ne sait rien faire du tout, et ça va la pousser à mûrir, et je trouve que ici en termes de récit d'apprentissage c'était plutôt intéressant. C'était vraiment très très chouette. Je vous dis, si vous avez envie de quelque chose de léger, de décalé, de coloré, de prenant, avec vraiment un univers très particulier qui a été pompé par plein d'autres films et séries et livres. Ça devait être très original quand c'est sorti. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était peut-être assez original en fait, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de littérature young adult, jeunesse young adult. C'est un peu entre les deux quand même. Je vous dis, faites-le lire à des ados, faites-le lire à des pré-ados. Vous voyez, c'est typiquement l'âge pré-ado. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très divertissant, c'était très chouette, je vais les garder, je les donnerai à mon fils dans quelques années parce que je pense qu'il va aimer, et en plus c'est vraiment ce genre de livre où c'est pas genré, vous voyez, vous suivez des filles, des garçons, et il y a pas trop cet aspect genré, et il est même plutôt déconstruit en fait à plein de moments, donc c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai terminé 3 sagas fin décembre et j'en suis absolument ravie. Je sais plus, j'ai pas fait le bilan de ce que je vous avais dit, les sagas que je voulais finir, mais je sais que j'ai pas tout fini, j'ai pas lu le tome 2 de Swan Song par exemple, donc bon, j'ai moins fini de sagas que ce que j'espérais faire, mais j'ai été emportée dans plein de choses. Toujours est-il que j'ai commencé cette année, puisqu'on est le 2, hier j'ai lu Neige de Noémie Lemos, qui était un cadeau, qui est toujours un cadeau de Cécilia pour mon anniversaire, que j'ai lu avec Emmeline et qui était une lecture très sympa. En gros, ici, on est au 23e siècle. On va suivre Camille qui est enceinte et qui décide de quitter la cité bulle où vivent les humains, la plupart des humains, dans un univers très protégé où on parvient à faire vivre les humains quasiment indéfiniment, au prix en fait de ne pas se reproduire. Sauf que Camille a fait le choix avec son conjoint de ne plus prendre ce traitement ou de ne pas le prendre, je sais pas trop, pour avoir un bébé. Et elle est appelée par la nature, elle est appelée par ce qui se passe en dehors de ces cités bulles, et elle va dans la montagne pour découvrir en fait la vraie nature, pas celle qui est fabriquée. Et donc on va suivre un petit peu une sorte de parcours initiatique quelque part de cette jeune femme dans cette nature sauvage qu'elle ne connaît pas, avec des animaux qu'elle n'a jamais rencontrés, parce que les animaux sont extrêmement protégés par cette nouvelle société qui fait tout pour que les humains ne s'approchent plus des animaux. Et en fait je suis mitigée sur cette lecture parce que d'un côté j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les descriptions, j'ai trouvé qu'il y avait une
quelque chose de très réussi en termes d'ambiance. C'est vraiment, la forme est incroyable. Par contre, j'ai quelques problèmes à comprendre le fond parce que Camille vient de cet univers où on ne consomme plus de choses d'origine animale. Elle est dégoûtée par l'idée de consommer des œufs par exemple, et elle se retrouve dans ce village de montagne qui est un peu à l'ancienne, un peu plus proche de ce que nous on peut connaître. Pas totalement, mais plus. Et elle va découvrir, par exemple, qu'ils consomment des œufs de poule. Et il y a vraiment une espèce de discours de c'était mieux avant. Et je suis pas d'accord avec ça. J'ai trouvé qu'il y avait un propos qui était pas clair autour du spécisme. Est-ce que l'autrice veut dire qu'il faut trouver un compromis entre les deux Voilà, je sais pas. Bon, en tout cas, j'étais pas trop d'accord avec tout cet aspect-là. Pour moi, le livre veut dire trop de choses en beaucoup trop peu de pages. Je pense qu'on aurait pu totalement se concentrer sur l'aspect voyage initiatique de cette jeune femme et découverte de la nature, découverte de la sensorialité, des couleurs, des odeurs. Et c'est ce qui était réussi dans ce bouquin en fait. Il n'y avait pas besoin de rajouter ces questionnements, en tout cas pas dans quelque chose d'aussi court au final. Parce que finalement, le fait de rajouter ces thématiques autour du spécisme par exemple, ça noie le propos en fait. Ça noie le propos de base, je trouve, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a un rapport aux animaux qui est vraiment particulier. Si vous l'avez lu, dites-moi. Je sais pas bien quoi penser de ça en fait. Je vous avoue que c'était pas clair. Après, honnêtement, pour la plume, pour les paysages, pour la sensorialité, c'était super réussi, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage qu'on se soit perdu dans différentes thématiques qui du coup ne sont pas bien développées. Donc on sait pas ce que l'autrice voulait en dire, voulait en penser. Est-ce qu'elle veut que nous on réfléchisse à ça ou pas Voilà, je sais pas. Mais enfin, c'était du coup une lecture qui était sympathique, qui était plaisante, qui était agréable, qui était belle, mais j'ai malheureusement, à cause de cet aspect autour du spécisme, une petite réserve, je sais pas. Bref, désolée, je mets mon genou là. Vous ne voyez plus rien. Donc voilà, j'ai terminé ça. C'était très court, c'était ma première lecture de janvier. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais voilà, il y a un point d'interrogation posé dessus quand même. Du coup, sur un total coup de tête, j'ai attaqué Chien du Haume de Justine Niogré parce que on en a parlé avec, je sais plus, l'une d'entre vous, il y a pas longtemps en commentaire. Je sais plus qui, désolé. C'est pas facile hein, en ce moment. En plus, je suis en retard dans mes commentaires, donc je réponds à beaucoup d'affilés, donc j'ai du mal à retenir qui me dit quoi. Bref, du coup, j'avais très envie d'attaquer un petit livre. Il fait 200 pages et celui-ci me tente bien. Je le trouve de toute beauté. J'ai appris par cette personne qui avait un tome 2 qui a priori serait publié en 2025 chez J'ai lu. J'espère qu'il sera aussi beau. Il est vraiment, moi vraiment, je le trouve sublime. Donc j'ai attaqué, j'ai lu 45 pages, ça fait 6 chapitres, et c'est un début que je trouve extrêmement prometteur. C'est vraiment très particulier. Je vais vous relire le résumé parce que j'aurais du mal à vous le résumer moi-même. Chien du Haume, un surnom gagné au prix du sang et de la sueur par celle qui ne possède plus rien que sa hache, dont elle destine la lame à ceux qui lui ont pris son identité. Donc c'est ça, c'est une jeune femme qui n'a pas de souvenir d'avant ses 7 ans, et comme elle était avec son père et que son père est mort, elle ne sait pas comment elle s'appelle en fait. Mais en attendant de pouvoir leur sortir les viscères, elle loue son bras et sa rage au plus offrant, guerrière parmi les guerriers, tueuse parmi les loups. De bien curieuses rencontres l'attendent au castel de Broé, où l'hiver l'a cloîtrée. Et après on verra, moi j'en suis là en fait, hein. Elle vient d'arriver à ce fameux castel, donc vous voyez le résumé ne dit pas grand chose, mais c'est ultra violent, c'est ultra sombre, pour moi c'est très très dark, vraiment. Le prologue ça s'ouvre quand même sur une nourrice qui utilise un enfant comme bouclier pour éviter une flèche. C'est assez sombre honnêtement, mais ça me plaît et je m'attendais pas à ça, enfin pas à quelque chose d'aussi sombre, mais c'est très chouette. Par contre, je suis un petit peu décontenancée parce que vraiment, ça ressemble énormément au Chien du forgeron de Camille Le Boulanger et je ne sais pas quoi en penser. Alors, je peux vous dire, voilà, à toutes fins utiles, que ce livre-ci a été publié pour la première fois en 2010. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé, je ne sais plus. 2011. Voilà. En tout cas, publié en poche 2011. Puis, je sais pas si c'est peut-être encore plus vieux en grand format, je me suis pas renseignée. Toujours est-il que celui-ci a 10 ans de plus que l'autre. Voilà, mais ça ressemble beaucoup dans la narration, et alors déjà dans le titre on est d'accord, mais dans la narration, c'est-à-dire que vraiment on a cette espèce de mercenaire sans foi ni loi, avec cet univers un peu sombre, un peu glauque, et alors à la limite jusque là j'ai envie de vous dire c'est de la fantaisie médiévale un peu classique, hein, pourquoi pas, mais là où c'est un peu déstabilisant, c'est que dans ces chapitres on a eu des passages en italique où on a le narrateur qui intervient directement en s'adressant au lecteur. Par exemple là, écoutez un instant, écoutez ce que je peux vous dire pendant que Chien marche et trébuche dans la neige, ce que je peux vous dire pendant qu'elle n'entend pas. Il y a 2 choses à raconter sur elle si l'on veut bien commencer l'histoire. La première, c'est que les guerriers
guerriers n'aiment guère parler de leur enfance, mais quel chien ne s'en souvient tout simplement pas. Bref, je vais pas plus développer, mais si vous avez lu Le chien du forgeron, dites-moi si c'est dans ma tête, mais vraiment, ça ressemble fort dans la narration. Dites-moi si vous avez lu les deux, ce que vous en pensez. Je serais curieuse d'avoir votre avis parce que je sais, voilà, je trouve ça un peu... Voilà, bon bref. Donc je vais continuer ça, je vais lire ça ce soir, j'en ai très envie, vraiment, ça me botte à fond, donc je suis ravie et je le trouve, encore une fois, exceptionnellement beau. Donc j'adore. Franchement, je suis pas forcément toujours fan des couvertures de J'ai lu, mais là, la couverture est très très belle. Bref, j'adore. Donc je vais continuer ça avec beaucoup d'intérêt. Je dois attaquer des lectures communes, je dois attaquer une lecture commune avec Emeline. On a dit qu'on allait se lire Nettle and Boone, c'est ça. J'ai trop hâte. Donc elle va l'écouter en audio parce qu'il est sur Nextory, si jamais ça vous tente, je vous le dis. Et moi je vais le lire puisque je l'ai eu de la part de mon amoureux. Donc j'ai trop hâte, mais on va voir. On ne s'est pas encore trop dit quand on allait commencer, mais là bientôt je pense, et je pense que ça va se faire tout seul. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours des lectures sur le feu. J'ai avancé un petit peu Manège pour le coup, et j'ai toujours Les Habitants du Mirage et d'autres lectures. J'ai décidé d'abandonner L'âne culotte, non pas que je n'aime pas, mais je n'arrive pas, j'y arrive pas. Franchement, c'est pas la peine, je retenterai plus tard je pense, mais pour le moment c'est un abandon. J'y vais pas avec envie, et quand je suis dedans, je relis 40 fois les mêmes phrases, donc je pense que c'est pas la peine d'insister, c'est que je suis pas dans le bon état d'esprit. Donc pour le moment c'est un abandon, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous montrer une petite chose que j'ai reçue aujourd'hui de la part de l'une d'entre vous, donc je remercie Laure qui m'a envoyé une petite carte, un petit stickers absolument adorable, et je voulais vous regarder avec vous parce qu'elle m'a fait un petit cadeau qui est tout emballé, qui est trop mignon. Wow, c'est trop beau. Alors je vous montre. C'est magnifique. Oh, c'est trop chouette, regardez, c'est un calendrier avec des... Attendez. Avec des illustrations, mais c'est trop beau. On a plein d'illustrations différentes. Une qui fait plus plage. C'est trop joli. Ah, j'adore celle-ci. Celle-ci aussi. Elle me parle, disons. Ah, trop chouette, elle est belle celle-là. Ah, enfin, elles sont toutes belles, ceci dit. Hop. Je suis désolée, je vous montre ça vite fait, mais parce que ça fait longtemps que je filme et il faut que je me bouge, mais c'est trop beau. Et du coup, elle me dit que c'est un calendrier qu'elle a fait à l'occasion des marchés de Noël de fin d'année. Il est trop beau. Alors par contre, je sais pas si elle a une boutique ou pas. Écoute Laure, si tu passes par là, donc je te remercie vraiment beaucoup pour l'attention. C'est trop mignon, c'est trop joli. Elle m'a mis une petite carte qui est trop belle. En plus, elle a une très belle écriture. Petite carte qui est là. Donc je sais pas, Laure, dis-nous. Je te demanderai sur Ko-fi aussi, en message privé, si tu as une boutique, éventuellement, que je puisse la mettre pour les personnes qui seraient intéressées. Donc merci beaucoup Laure, c'est trop mignon. J'aime beaucoup les illustrations de... Je suis désolée, je parle pas du bon côté, j'ai l'habitude que le micro soit là. J'aime beaucoup ces illustrations, elles sont magnifiques et l'attention me fait extrêmement plaisir, c'est adorable. Je suis trop contente, vraiment, c'est trop chouette. Bref, je vais vous laisser parce que ça fait trop longtemps que je tourne et que finalement peut-être que je vais le sortir avant le vlog parce que voilà, je dois filmer d'autres choses, donc il faut absolument que je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 4 janvier, je reviens pour un point lecture et vu tout ce que j'ai déjà filmé, je sais pas si c'est intelligent de faire un vlog sur 10 jours et en même temps je sais pas quoi faire, je suis un peu embêtée. Mais on va parler lecture. J'ai lu 2 graphiques, puisque j'ai lu Peau d'homme, qui est à côté de moi, mais sous un tas de bazar, donc tant pis, que m'a offert Pénélope, que j'ai vraiment adoré. C'était trop intéressant. En gros, on suit une jeune femme qui a 15 ans, je crois. Ça se passe dans une espèce d'Italie médiévale renaissance. Et son frère est un religieux assez extrémiste, dirons-nous. Et donc elle va se retrouver à devoir se marier avec un sombre inconnu qui s'appelle Giovanni. Elle est un peu désespérée parce qu'elle le connaît pas et qu'elle comprend pas qu'elle qui s'est pas fait plus connaissance, mais c'est comme ça, les filles se marient sont des objets qu'on se passe pour conclure des contrats, et elle va découvrir grâce à sa tante qu'elle possède dans la famille une peau d'homme qu'elles peuvent enfiler pour découvrir le monde d'un point de vue masculin, et c'est ce qu'elle va faire, et elle va essayer d'aller rencontrer son futur époux qu'elle n'a jamais vu si ce n'est un bonjour et c'est tout, et elle va elle va aller rencontrer ce mari, et je vous laisserai découvrir, enfin ce futur mari, et c'était génial, c'était hyper intelligent, c'était vraiment très chouette. Je trouve que ça permettait de vraiment mettre en avant la différence entre les femmes et les hommes, en tout cas la différence sociale,
pas naturel, hein, social, sur des détails en fait un peu bêtes. Quand elle enfile sa peau d'homme, elle doit réapprendre à marcher, à se comporter, elle doit, enfin voilà, c'est hyper intéressant ces rôles sociaux qui sont dévoués aux hommes et aux femmes en fonction de leur genre, et c'était très très réussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé tous les autres propos qui étaient dont on parlait dans ce livre, notamment via le prisme de la religion, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de l'homosexualité, de plein de trucs. C'était vraiment très très chouette. J'ai adoré la finalité. Moi, c'est le genre de choses qui me réjouit, ce genre de fin. Donc j'ai trouvé ça très très bon, beaucoup aimé. J'ai trouvé que les illustrations étaient sympas. C'est pas ce que je préfère. Et du coup, j'ai enchaîné avec la lecture d'Eurydice, que par contre, lui, j'ai sous la main, de Lou-Luby et Solène Guivre. Et là, par contre, je vais vous faire des inserts parce que vraiment, ce livre est aussi bon que beau. C'était une lecture exceptionnelle. C'était intelligent. C'était mais d'une beauté, mais incroyable. De toute façon, je vous mets des images, vous verrez bien. En gros, ici, on suit Orphée, qui est un jeune chanteur et qui vraiment a un talent qui est quasi divin. Et il va rencontrer Eurydice, puisque elle va débarquer en même temps que une espèce de cortège. Ils sont dans une espèce de cité dans le désert, qui est la cité où on vient mettre les morts, en tout cas les gens très riches, et donc ils vivent un petit peu de ça. Et donc Eurydice arrive avec ce cortège, elle va rencontrer Orphée, et on va suivre un peu ce qui va se passer entre eux, cette relation. On va suivre aussi la sœur d'Orphée, qui est une muse, qui est donc Calliope, et je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'était tellement intelligent, ça parlait de 1000 choses incroyables, ça parle de violence conjugale, ça parle de rapport au corps, ça parle d'attente sociale par rapport au corps aussi, notamment, et j'ai trouvé ça très intéressant, sur la différence de corps entre Eurydice et Calliope, Calliope qui est donc une femme grosse, et qui est une danseuse exceptionnelle. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très très intelligent de montrer que c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas sportif en fait. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était aussi très intéressant le choix qui était fait par rapport à Eurydice et sa mort par rapport au conte d'origine. Et ça, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Orphée. J'ai beaucoup aimé les dénonciations patriarcales qu'il y avait. J'ai aimé tout le discours sur l'art qui était incroyable et sur le fait de monnayer ou pas l'art. Bref, tout dans ce livre était bon. Tous les destins et les problématiques individuelles étaient intéressantes. La réécriture était géniale. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé les représentations des corps, que ça soit Orphée, qui en fait n'a pas forcément le physique d'homme idéal. Et ça, c'est chouette et intéressant de représenter un mec qui est un peu lambda, quoi, qui est un peu normal. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé aussi la manière dont était représentée Eurydice, qui correspond peut-être de corps plus à des attentes sociales classiques, mais qui est peut-être pas aussi jolie que d'autres personnages. Enfin, je sais pas, il y a vraiment tout un jeu sur les corps, sur les illustrations qui est incroyable. Calliope est d'une beauté, mais j'ai adoré le Hadès qui est représenté ici, que j'ai trouvé génial. J'ai adoré aussi tout ce qui est dénoncer tout ce dont on parle avec la technologie et qui fait peut-être aussi un peu référence aux IA qui viennent remplacer certaines choses que les humains font, notamment dans l'art, justement. Et ouais, franchement, c'était trop bien. C'était une lecture incroyable. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et les dédicaces à la fin étaient vraiment très chouettes aussi. Lou-Luby explique qu'elle a commencé à écrire cet ouvrage quand elle avait 17 ans et qu'il lui a fallu un certain temps. Je pense que Lou-Luby, je sais pas trop quel âge elle a, mais elle doit être dans la petite trentaine ou fin de vingtaine, quelque chose comme ça, je pense. Et vraiment, c'était trop bien et j'ai adoré. Le travail de Solène Guivre est d'une beauté, mais je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux. La diversité des couleurs de peau, la diversité des corps, la beauté des mouvements. Oh là là, mais tout est magnifique. Franchement, vous ne pouvez pas ne pas acheter ce livre, le lire, en parler, l'offrir. Il est si beau, il est si exceptionnel. Ça fait partie des graphiques à avoir chez soi pour les feuilleter à l'envie, tellement c'est magnifique. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, vous l'aurez compris, j'ai trouvé que c'était intelligent, c'était parfait. Rien qui n'allait pas dans ce livre, tout était parfait, c'est un coup de cœur absolu.
Voilà, donc j'ai lu ça. Du coup, j'ai attaqué. Alors vous savez que j'ai 15 000 livres en cours. J'ai avancé un petit peu ma neige, mais j'avance très lentement. J'ai pas avancé les Habitants du Mirage, alors qu'il faudrait que je m'y remette. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer 2 livres. Donc j'ai commencé, je sais plus si je vous l'avais dit, Chien du Haume de Justine Niogret, que j'aime beaucoup, j'en suis presque à la moitié. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc j'avance tranquillement parce que, figurez-vous qu'hier, on a attaqué Nettle and Boone, que j'avais tellement envie de lire. Et j'ai défoncé la moitié dans la soirée, tellement ça se lit bien. C'est génial, j'adore. C'est vraiment une excellente lecture. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment pas classique en fait. Ça veut dire que déjà la narration m'a surprise. Je m'attendais à une narration assez linéaire et en fait pas du tout. C'est pas du tout linéaire. On a du passé, du présent qui se mélange jusqu'à se rejoindre un peu. Ça rend le texte très dynamique et ça pose dès le début un peu des enjeux auquel on s'attend pas. J'aime beaucoup le personnage de Mara qui s'épanouit dans la simplicité de la nouvelle vie qu'elle va avoir. C'est pas un secret hein, parce que je crois que c'est dans le résumé et que de toute façon c'est pas un secret. Elle est princesse mais elle décide d'aller vivre dans un espèce de monastère, de couvent. Et j'aime beaucoup ce personnage avec ce qu'elle a d'égoïste parfois un peu, mais aussi de force, de faiblesse, les rapports entre les membres de la famille. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très très vrai dans ce livre qui fonctionne très bien et c'est prenant, c'est haletant, c'est drôle, c'est décalé et en même temps c'est très sérieux sur certains aspects. Vraiment, c'est un super livre. Je sais pas si ça sera la lecture de l'année, j'en ai aucune idée, je peux pas vous dire. Est-ce que c'est l'excitation du moment et que je trouve ça vraiment très chouette et très prenant, mais en fait je vais l'oublier dans un mois. Je peux pas vous dire maintenant, on en reparlera lors du bilan de l'année. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose d'intelligent, de bien écrit, de très dynamique en fait dans l'écriture, mais de très fluide, de très compréhensible, avec des inspirations, je pense, de magie un peu nordique à mon avis, même si j'y connais pas grand chose, avec des personnages décalés, avec du sarcasme, et en même temps des thématiques assez sérieuses, notamment autour des violences conjugales. C'est très très chouette, vraiment c'est une très bonne lecture. Je ne peux que vous inviter à y aller, c'est à la fois très divertissant et très prenant, enfin c'est génial. Et ça fonctionne très bien avec la lecture de Chien du Haume qui est beaucoup plus dense. Encore une fois, je vais refaire la comparaison pour vous donner une petite idée, mais si vous aimez les récits à la Jaworski, je pense que Justine Niogret est son pendant féminin dans l'écriture. Il y a quelque chose d'assez travaillé, d'un peu médiéval comme ça, même si je pense que c'est pas forcément, c'est plus d'inspiration nordique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est de la bonne dark fantasy pour le coup. C'est très sombre et j'aime beaucoup aussi avec vraiment des personnages très prenants, une très belle écriture. Donc vraiment 2 très bons bouquins que je vais terminer avant de reprendre et de terminer Les Habitants du Mirage. Je crois que j'ai Résisté qui est toujours en cours. Alors Résister c'est un essai, c'est pas forcément très grave si c'est un peu en pause. Puis c'est des choses que je sais en fait, hein. Je le lis parce que je suis intéressée par le fait de lire Salomé Saké, mais c'est des choses que je sais et que j'ai beaucoup suivies pendant les élections, donc je suis pas, j'apprends rien de particulier, mais c'est très plaisant à lire tout de même. Je vous cache pas que ça fait du bien de lire des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais voilà, j'aimerais bien terminer tout ça. Je pense que j'ai d'autres trucs en cours, notamment attendez, à part Manèche, Résister, Les Habitants du Mirage et ces 2-là, c'est peut-être tout, je sais plus. Mais écoutez, je vais terminer tout ça en sachant que il faut absolument que j'attaque ma lecture obligatoire du Ko-fi parce que je veux pas laisser traîner, m'y prendre au dernier moment, qui est donc Le Mur Invisible, et je dois absolument clôturer mes Goodreads Awards et mon challenge 12 livres par 12 amis 2024. Autant vous dire que le mois de janvier, ça va pas être beaucoup plus de lecture spontanée, ça sera beaucoup de lectures que je dois faire. Alors, je m'oblige pas non plus, on s'entend, si j'ai pas du tout envie, je me forcerai pas, ça reste du plaisir, mais je vais les faire passer en priorité dans la mesure de mes envies. Mais voilà, écoutez, c'est pas grave, il y a beaucoup de livres qui me font envie dans ces ouvrages. Peut-être que celui qui me fait le moins envie, c'est le Joël Dicker, je ne sais pas, on verra. Mais c'est pas celui avec pour lequel j'ai le plus d'enthousiasme, mais peut-être que ça va juste me faire du bien de lire un bon page turner. Je vais vous laisser pour ce point parce que vraiment ce vlog va être beaucoup trop long. Je sais pas du tout quand je vais le sortir. Je sais pas du tout. Là j'ai encore a priori j'avais prévu de le sortir dimanche. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc dimanche d'après. Mais je sais pas du tout comment je vais faire. Bref, je vous laisse dans tous les cas et je vous reprends plus tard. Je sais pas quand j'aurai terminé un truc. Et puis on verra si c'est un vlog qui dure 1000 ans ou pas. Probablement. À plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 6 janvier et je reviens parce que j'ai terminé une lecture et que j'ai un colis de la part de Kim à ouvrir. On va commencer par la lecture, mais je sais plus, ah si, le livre est là.
Donc j'ai terminé Chien du Home de Justine Niogré, qui est le tome 1 d'une duologie. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est de la dark fantasy d'inspiration nordique viking. C'est pas clairement dit, mais on reconnaît un peu quand on a déjà lu un petit peu de fantasy nordique ou voilà, d'histoire d'inspiration nordique, on reconnaît un petit peu les inspirations et même en termes de temps, je veux dire le temps, la neige et tout ça quoi. Donc c'était vraiment très chouette, mais c'est très sombre, c'est assez glauque, c'est un texte qui est assez viscéral, qui prend quand même pas mal aux tripes et qui est assez dur parce qu'on est dans un contexte où les gens sont assez durs et que nous on suit Chien qui est en quête de son identité, perdue. Elle s'en prend un peu plein la tronche et en même temps elle n'est pas en reste pour rendre les coups non plus. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vous en ai déjà parlé, j'ai pas forcément grand chose à ajouter, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé la plume qui est vraiment pour moi un équilibre parfait entre quelque chose de travaillé sans être inutilement complexe ou inutilement pompeux. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré suivre Chien, j'ai adoré suivre les personnages avec ce qu'ils ont de gris, de sombre. J'ai aussi beaucoup aimé qu'on est sur un texte qui est assez mature, hein. C'est un texte d'adulte, qui parle d'adulte, qui parle de vie d'adulte, et c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus, hein. Même dans la littérature adulte, beaucoup de jeunes personnes, là on est quand même, enfin je sais pas quel âge a Chien, mais elle a facilement la trentaine, et les autres personnages qui la fréquentent sont plus âgés encore, et on croise un ou deux jeunes personnages, mais c'est pas des personnages centraux, et c'était vraiment une très chouette lecture. Il n'y a pas forcément d'autres enjeux que la quête de cette identité et ses relations, et en fait on suit la fin d'un monde quelque part avec l'arrivée du christianisme, et c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai hâte d'avoir la suite, apparemment le deuxième est encore meilleur, donc je suis très curieuse de continuer ça. C'est pas un livre qui se lit très facilement, bien qu'il soit pas très gros, honnêtement c'est un livre, faut prendre le temps parce que c'est une ambiance particulière, c'est une plume particulière. J'ai adoré par contre la dédicace finale, la note de l'auteur et le petit lexique qui s'appelle Petit lexique à l'usage des étrangers aux armes, armures et pièces d'équipement médiévaux, qui est écrit sur un ton un petit peu humoristique, et en fait elle en parle dans sa note en disant que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, contrairement à ce que laisse présager le texte qui est assez sombre, et on retrouve un petit peu cet humour et j'ai trouvé ça chouette. C'est une ambiance un peu décalée qui est appréciable après un texte assez lourd en fait. Donc vraiment très très belle découverte, je suis très contente, c'est une très bonne lecture, voilà, très bonne lecture. Et j'ai hâte d'avoir la suite. En plus, il est toujours aussi incroyablement beau. Franchement, le travail de chez J'ai lu pour le coup est sublime, j'adore. Donc voilà, on reparlera de la suite quand elle sortira, je le lirai avec plaisir. Du coup, ça arrange mes affaires puisque ça me permet de terminer un livre et de rajouter un livre lu dans mon petit template créé par Marion pour le no-buy. Et vu que j'ai déjà reçu 2 services de presse, il va falloir que je lise encore 2 livres, je crois, pour avoir le droit de éventuellement acheter un livre. Alors j'ai rien en vue honnêtement pour le moment, mais j'aime bien me dire que j'ai un peu d'avance et si jamais il y a vraiment un truc, je peux l'acquérir quoi. Donc je vais continuer ma petite quête pour faire baisser ma palle tranquillement. Et du coup, je vais ouvrir le colis en sachant que, je vous l'ai dit, je sais plus, j'ai dû le dire dans les objectifs de l'année, les cadeaux ne comptent pas dans le no-buy, je compte les services de presse et les achats évidemment, donc ça fait des malus entre guillemets, mais les cadeaux ne comptent pas. Voilà, donc écoutez, a priori la période des cadeaux va prochainement passer, c'est possible que j'en ai un peu des retardataires d'anniversaire, mais ça devrait se tasser, donc c'est pas ça qui va, je pense, faire énormément augmenter ma palle, mais on verra. De toute façon, je vous ai dit, le no-buy, c'est premier trimestre, on part sur quelque chose de tranquille, voilà, tous les 4 livres lus, j'ai le droit à un achat, et j'inclus pas les cadeaux. Si je vois que ça fonctionne bien, si je vois que j'arrive à tenir, si je vois que je peux réussir à augmenter la difficulté, je le ferai, voilà. Mais je voulais pas démarrer trop dur parce que je voulais pas me décourager d'avance, vous aurez compris. Soit, donc le colis est ici, il est très gros et on va l'ouvrir ensemble. Alors, je vais tout vous sortir. Parce que je peux pas vous le pencher, tout va se casser la figure. Donc on a tout un tas de petites choses. Alors déjà, on a des petits thés, c'est trop mignon dans un petit sachet, j'adore, je trouve ça adorable. Je vous ai dit que c'était un colis de Kim, c'est un colis de Kim. Donc on a menthe, j'adore, et gingembre citron. Écoutez, c'est des goûts que j'aime bien, pas des goûts pas des goûts acidulés, genre fruits rouges, j'ai un peu de mal. Et une petite carte avec la très jolie écriture de Kim. Oh, c'est shiny, c'est très joli, regardez. C'est pas trop beau, c'est trop joli. J'aime trop, elle est trop belle.
J'ai une très belle collection de cartes. Soit, donc elle me dit « Joyeux anniversaire Lucie, je suis désolée de t'envoyer ton colis avec autant de retard. Je voulais bien choisir, comme si elle avait besoin de s'excuser. » Évidemment que non, c'est adorable déjà de m'envoyer quelque chose. On va pas en plus chipoter sur... bon, et puis c'est pas si en retard que ça en plus, donc voilà. Le grand livre, j'espère qu'il te plaira. Je pensais que cette histoire pourrait bien te plaire et surtout faire jaillir la bébé Lulu en toi. La petite fille fan de magie. Pour le petit, je prends un petit risque, je pense. J'avais beaucoup aimé le livre et le traitement des sujets. Je pense que ce sont des thèmes qui vont te parler. Bref, j'ai hâte d'avoir ton retour dessus. Elle me dit, je suis pas très douée pour les contes, les colis mignons et les belles déclarations. Si, t'es trop mignonne. Moi, t'es trop mignonne. Trop mignonne, Kim. Trop adorable. Merci à toi. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Mais rien n'est perdu. Et on le fera. Je l'espère bientôt. On a laissé passer les fêtes parce que les fêtes c'est un peu compliqué. Mais j'ai trop hâte de te revoir et d'avoir le temps de discuter avec toi. T'es trop mignonne. Merci. Alors, on va ouvrir les petits cadeaux. Pas si petits que ça d'ailleurs. Hop. Ils sont très bien ces paquets. Qu'est-ce que c'est ce complexe du paquet? Ils sont très bien ces paquets. En plus il est très joli le papier, je pourrais le récupérer. Parce que je récupère les papiers. Alors on dit que j'ai une écriture de maîtresse, mais Kim elle a une écriture de maîtresse aussi, hein, je suis désolée. Alors attendez, je vais essayer de pas tout défoncer puisque je vous disais je récupère le papier. Et qu'en général d'ailleurs, le papier c'est très drôle parce qu'il fait des allers-retours entre chez Pénélope et chez moi. Parfois ailleurs, quand j'envoie quelque chose ailleurs, mais souvent on retrouve les papiers. Les papiers cadeaux font bien 1 an entre Pénélope et moi. Alors, le petit. Oh, on en avait parlé, je crois. Trop chouette. Les subalternes peuvent-elles parler? Traduit de l'anglais par Jérôme Vidal de Gayatri Chakravorty Spivak. Et on en avait parlé il y a longtemps. Soit tu as une excellente mémoire, ce qui est tout à fait possible, soit tu as eu une réminiscence... je ne sais pas, mais c'est très très cool, je suis très contente. Je l'avais mis dans ma wishlist en plus parce que du coup je voulais le découvrir vu qu'on en avait parlé. Donc on nous dit, parce qu'elles ont contribué à dénoncer la domination de la pensée occidentale, les subalternes studies sont depuis les années 1980 une source intarissable de controverses. À cet égard, la réponse négative apportée au titre de cet ouvrage, Les subalternes peuvent-elles parler, est riche d'enseignements. Prenant à contre-pied l'eurocentrisme du récit occidental, Spivak nous montre qu'il est impossible d'analyser l'histoire de l'oppression des femmes sans prendre en compte les logiques impérialistes qui l'ont façonné. Ce classique de la philosophie contemporaine s'attache à mettre en lumière le récit des dominés. Spivak expose la difficulté que rencontrent les subalternes à être considérés comme sujets de leurs propres actes. Ce petit livre, jalon de la réappropriation du passé colonial par les intellectuels du Sud, constitue une contribution majeure au renouvellement des sciences humaines. C'est trop bien, je suis trop contente. C'est un très bon choix. Et en plus, c'est rare que les essais soient jolis. Moi, je trouve joli, j'aime bien. Je suis trop contente. Merci Kim, c'est un très bon choix. Comment as-tu pu douter? Ah, j'ai trop envie de le lire là. Et ça va me demander de la concentration et là en ce moment je suis pas en état. Mais trop bien et j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je prendrai le temps de lire petit à petit parce que je pense pas que c'est un essai simple. Ça c'est pour le coup, c'est pas un essai simpliste qui simplifie des notions que j'ai déjà, peut-être qu'il y a des notions que j'ai déjà dans le truc, attention je dis pas, voilà, mais je veux dire je pense que c'est pas quelque chose de simplifié, je pense que là c'est un texte quand même qui est assez poussé en termes de réflexion, donc on verra, je prendrai le temps de le lire tranquillement, mais ça me fait très envie, donc je suis très contente, et encore une fois on avait parlé de cette autrice, donc c'est très cool, et on va regarder le gros, qui a priori serait donc de la jeunesse, puisqu'on parle d'imagination d'enfance. Et encore une fois, les paquets sont très beaux. Oh, trop cool! Trop cool! Merci beaucoup. C'est Nevermore. Mais c'est le facteur. C'est un super choix. Mais évidemment que ça me plaît. J'ai trop envie de le lire. J'ai adoré la BD. Désolée, je suis allée voir le colis parce que j'étais inquiète. Et en fait, regardez ce que c'est. Voilà, bref, on reprend. Je disais donc que j'avais très envie, que j'hésitais parce qu'il n'y avait pas la suite et que c'est très cool que tu aies tranché pour moi parce que j'ai très envie de le lire et parce que je suis persuadée d'une part que ça va me plaire, mais aussi que ça plaira à l'enfant. Et ça, c'est très très cool. Il n'est pas impossible que je l'écoute
en partie parce que j'ai du mal à faire que de l'audio, sinon j'avance pas assez mes lectures. J'aime bien avoir les... Enfin, pour certains, pas pour tous les livres, mais vu qu'on m'a dit qu'il était très très chouette, il est fort possible que je fasse audio et lecture classique. Et je suis trop contente, c'est un excellent choix. Mais Kim, aie confiance en toi. Tu as de bons goûts, tu connais mes goûts. Voilà, c'est super, tout est très chouette, tout est trop mignon. Ton petit mot est vraiment adorable et je suis trop contente, je suis très gâtée. Donc merci beaucoup, c'est trop mignon. Je suis trop contente, c'est des très chouettes lectures, alors vraiment dans 2 genres très différents et c'est très bien aussi de varier et puis de me pousser un peu à lire d'autres trucs quoi, notamment avec Chakravorty Spivak. Donc merci Kim, adorable. Je vais aller remercier Kim, je vais aller te remercier en message. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct qui est de grande qualité tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller remercier Kim. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve pour la clôture du vlog. Nous sommes le 11 janvier et j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que j'étais malade. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu. J'ai eu une otite, bref, la fatigue, tout ça. Donc, je reviens juste pour clôturer. En même temps, j'ai pas tant lu du coup. J'ai avancé des trucs, mais j'ai pas non plus énormément lu. Donc, je viens vous parler de ce que j'ai terminé en espérant ne rien oublier, mais sinon, je reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine tout simplement et puis je vais vous laisser, je vais essayer d'être assez rapide et concise de manière à ce que ce vlog fasse moins d'une heure. Donc j'ai terminé 2 livres, j'ai lu un graphique, j'ai abandonné des livres. C'était une semaine incroyable. Donc déjà, très rapidement, j'ai abandonné La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. Pareil, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous l'aurez vu. C'est trop sexiste pour moi, c'est grossophobe, ça ne va pas du tout. Voilà, ça, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Si vous voulez, en gros, j'ai lu 10%, un peu plus de 10%, je crois. Et on a des personnages féminins qui ne sont là que pour être soit baisables, soit belles, en tout cas. Si elles ne sont pas belles, c'est parce que ce sont des mamans ou qu'elles ont des rôles autres qu'être baisables. Donc voilà, ça m'a saoulée, honnêtement. Voilà, j'ai fait plein de screens sur Instagram, des moments qui sont en soi pas très graves, hein, j'ai envie de vous dire, c'est du sexisme ordinaire, mais cumulé et sur si peu de pages, c'est vraiment beaucoup trop. Une petite maladresse écrite par un homme, j'aurais pu fermer les yeux, 2 à la limite sur les 500 pages, quand au bout de 4%, je crois, j'avais déjà fait 5 ou 6 screens de trucs qui allaient pas, c'est beaucoup trop, et ça va me fatiguer, je le sais, et j'ai pas envie, voilà. Donc j'ai laissé tomber, je suis désolée, je sais plus qui me l'avait recommandé, moi je peux pas, ça m'agace, ça me dérange. J'arrive plus à faire abstraction de ces choses-là. Donc tant pis, je suis pas venue là pour souffrir, ok? Donc je laisse tomber. Et voilà, les interventions de l'autre, ça recommence. Et tu fais des citations... Voilà. J'ai aussi abandonné... Qu'est-ce que j'ai abandonné? J'ai abandonné 3 livres ce mois-ci. Je vous ai parlé du premier. Le deuxième que j'ai abandonné... Ah si, j'ai abandonné De Bon Présage de Terry Pratchett et Neil Gaiman parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Voilà. J'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis comme j'ai un peu une dent contre Gaiman depuis ce qu'on a appris sur ce qu'il a pu faire, j'ai pas forcément envie de forcer. J'ai plein de trucs de Pratchett à lire qui sont géniaux. Donc tant pis, je laisse tomber De Bon Présage, même si je sais que plein de gens m'ont dit que c'était très chouette, mais j'arrive pas à passer au-dessus de ce qu'a fait l'auteur. Donc c'est comme ça. En revanche, j'ai terminé 2 livres. J'ai terminé Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, que j'ai adoré. Je vais faire ma chronique sur Ko-fi puisque c'était la lecture imposée de Ko-fi. Je vous en reparlerai plus tard, mais je vous le dis très rapidement, j'ai adoré, je trouvais que c'était très très bon. C'est un livre qui est très marquant, qui reste en tête très longtemps et qui est imprégné de féminisme. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est fait de manière assez subtile. En fait, c'est assez métaphorique par certains aspects. Et ce qui est très paradoxal avec ce livre, c'est qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose, puisqu'on suit une femme qui est toute seule derrière un mur invisible et qui a priori est la dernière humaine vivante. Et donc, il se passe pas grand-chose. En fait, c'est son quotidien. C'est aussi quelque part le quotidien d'une femme qui a vécu en ville,
ville qui a eu une vie de citadine, bien qu'elle soit originaire de ces montagnes d'Autriche, et qui réapprend à vivre avec la nature, et notamment avec les animaux qui l'entourent, puisqu'elle a le chien qui est resté avec elle, et donc qui est encore en vie, et qui est de son côté du mur, et elle va découvrir d'autres animaux dans cet espace, qui est pas si petit que ça au final, hein. C'est quand même un grand, c'est pas du tout c'est pas juste autour de la cabane, c'est quand même assez large. Bref, j'ai adoré, je trouvais que c'était excellent, c'était très touchant, vraiment très touchant, et j'en reparlerai plus longuement plus tard, promis, mais pas là, parce que je dois d'abord faire ma chronique de Ko-fi et le mettre en ligne, mais je vous en reparlerai plus tard. Du coup, j'ai aussi terminé, parce que ça je vous ai montré que je l'avais commencé, mais je l'avais mis en pause parce que Cécilia nous a rejoint et qu'on voulait l'attendre un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'est très difficile de se freiner dans ce type de lecture parce que c'est très très addictif. J'ai terminé Nettle and Bone de T. Kingfisher. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est un coup de cœur. C'était génial. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Honnêtement, je peux comprendre qu'on trouve ça pas incroyable. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas plus et qu'on trouve ça, voilà, pas ouf. Mais si vous êtes comme moi et que vous cherchez un bouquin de fantasy avec des personnages adultes, matures, avec des femmes qui ne soient pas problématiques, où la romance existe mais représente 5% du bouquin et qu'elle est très bien faite, si vous cherchez quelque chose où il y a de l'action, de l'humour, des sujets très importants qui sont traités, vraiment c'était incroyable. J'ai adoré. Déjà j'ai adoré notre quatuor de personnages et je vous en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais en gros on suit principalement 4 personnages qui sont tous des adultes. Le personnage le plus jeune a 30 ans ou 32 ou 33 ans, donc on suit des personnages adultes matures avec un passé, avec une expérience de vie, avec des traits de caractère qui leur sont propres. On a un personnage masculin qui n'est à aucun moment problématique et au contraire qui est très bien écrit parce que il est très sensible, en fait il est sensible comme un être humain, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Il n'est pas plus sensible que quelqu'un d'autre, mais voilà, il a des émotions et tout, donc c'est vraiment pas l'espèce de force brute qu'on peut voir un peu partout dans les romances. Bref, c'était génial, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les thématiques qui étaient abordées autour des violences conjugales notamment, mais pas que. J'ai adoré les animaux qui sont le cœur de cette histoire et qui sont incroyablement attachants. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce livre, j'ai tout aimé en fait. J'ai été prise, j'ai été happée. C'est très difficile de s'arrêter quand on est dedans, je trouve. J'ai trouvé que l'écriture était de très grande qualité. J'ai trouvé que la narration était très réussie. J'ai tout aimé. Je ne vois pas ce que je peux vous en dire de négatif parce que pour moi tout était excellent. C'était vraiment une lecture coup de cœur. Ça s'est confirmé sur la deuxième moitié puisque je pense que quand je vous en ai parlé, j'étais à la moitié. Ça s'est vraiment confirmé sur la deuxième moitié à partir du moment où la bande est complète, la bande de nos 4 personnages principaux, et c'était incroyable. Vraiment, c'était une lecture d'une qualité exceptionnelle avec une très belle plume, avec des personnages très réussis dans ce qu'ils ont de défauts et de qualités, avec leurs forces et leurs faiblesses, avec quelque chose qui est pas manichéen, des personnages fouillés, creusés, avec plein de choses qui sont abordées de manière anecdotique mais qui existent et qui sont importantes. Donc vraiment ouais, je sais pas, j'ai adoré. J'ai envie de dire tout ce qu'a fait Kingfisher. Je sais que il n'y a pas grand chose d'autre qui a été traduit, je crois, mais je le ferai en VO, en anglais tout simplement, parce que c'était une lecture enfin vraiment c'était trop chouette quoi. Et encore une fois, je comprends qu'on puisse dire que ça casse pas 3 pattes à un canard parce que paradoxalement, il n'y a rien de révolutionnaire en fait dans ce livre. C'est que des choses qu'on connaît, c'est une quête somme toute assez classique, on peut ne pas accrocher à l'humour, enfin je peux vraiment le comprendre, mais moi ça l'a fait à 100%, donc je ne peux que vous inviter à le découvrir si vous faites partie des gens qui en ont marre de la romantaisie et qui ont envie d'avoir une histoire de fantasy où il se passe plein de trucs avec des personnages qui sont à la fois très badass et à la fois très très normaux et une petite romance extrêmement réussie parce qu'elle n'interfère à aucun moment avec la quête. Foncez, c'était incroyable. Franchement, je le relirai. Là, celui-ci, c'est sûr et certain que je le relirai parce que pour moi, c'est une lecture doudou. Bien qu'il se passe des choses pas franchement toujours très joyeuses, c'était très réconfortant de lire ce type d'écrit avec ce type de personnage et voilà, coup de cœur, premier gros coup de cœur roman de cette année. Mon premier gros coup de cœur graphique aura été Eurydice, donc un mois de janvier qui démarre très bien, malgré les DNF, que j'ai fait en toute connaissance de cause parce que je voulais pas me forcer et m'imposer des choses qui me plaisaient pas. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai lu des choses que j'ai vraiment aimées. Donc voilà, sinon en termes de graphique, j'ai avancé La sorcière aux champignons, je vous en reparlerai quand j'aurai lu le 5e tome. Comme ça, on fera un point général sur tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Et par contre, en roman, j'ai rien avancé, enfin j'ai un petit peu avancé Manèche, mais
pas beaucoup. Par contre, j'ai attaqué ça et après plusieurs soirées où j'ai essayé d'avancer, où je n'y arrivais pas parce que je pense que j'étais juste trop fatiguée, j'ai réussi à lire 200 pages, donc je suis contente. J'ai pas grand chose à vous en dire très honnêtement parce que c'est assez lent à se lancer. Donc je pense que vous connaissez l'histoire parce qu'elle est quand même très très connue, on en a entendu et vu, on l'a vu passer partout, on en a entendu parler plein de fois. Mais on suit une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Alex, qui vient d'un milieu très défavorisé, qui depuis qu'elle est petite voit ce qu'ils appellent les gris, donc en gros des fantômes, et qui a un rapport très particulier avec eux parce que aucun autre humain a priori ne peut les voir sans prendre une certaine potion magique alors qu'elle les voit au quotidien et surtout qu'ils interagissent avec elle. Donc c'est quelque chose qu'elle doit gérer depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a dû apprendre à ignorer pour ne pas passer pour une folle. Donc vraiment une vie très difficile et elle va être recrutée par un homme qui s'appelle Darlington, je crois, qui fait partie d'une des maisons de Yale, donc la maison L'été, qui est la maison qui exerce un peu une sorte de contrôle, un rôle de régulation sur la magie des 8 autres maisons qui ont chacune plutôt un pouvoir particulier. Elle est recrutée parce que elle voit les fantômes et qu'a priori elle a un accès à la magie qui pourrait être très intéressant pour le rôle qu'on veut lui confier. Et donc là où j'en suis, donc à 200 pages, a priori dès le début on le sait, Darlington a disparu je pense. On a une jeune femme qui est retrouvée assassinée sur le campus ou pas très loin mais qui ne fait pas partie des étudiantes, donc les maisons considèrent que c'est pas leur problème, ce qui n'est pas le cas d'Alex. Et Alex sent bien qu'il y a des choses qui se passent avec les fantômes qui ne sont pas normales du tout. Donc voilà, 200 pages, on est vraiment dans l'installation. Il y a pas mal de passages d'infodump assez complexes. Je me verrais pas le lire en anglais, honnêtement, parce que même en français déjà des fois je suis un peu perdue. Donc c'est quand même assez complexe et c'est un peu lent, mais c'est pas déplaisant. Par contre, ça demande une certaine concentration. Donc le lire en étant fatigué, vraiment c'était pas le bon deal. Donc je vais continuer ça, je vous en reparlerai. Je vous rappelle que je lis dans le cadre des Goodreads Awards. Il me reste ce tome-là et le suivant à lire pour clôturer cette vidéo que j'ai très très hâte de clôturer. Donc on en reparlera très bientôt je pense. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de lire Nettle and Bone. Si je vous ai motivé, si vous hésitiez, foncez, n'hésitez plus. Allez-y, sauf si vous cherchez une romantaisie très classique. Là, vous allez être déçus. Bref, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!